et des politiques locales. Vous êtes d'ailleurs, vous ici, les grands perdants de la réforme territoriale qui a été mise en place et qui sera mise en place dans les années à venir. Vous le subissez au quotidien, puisque à la place, en lieu et place de vos communes, de vos départements auxquels vous êtes attachés, qui sont des structures de proximité, eh bien, sont mises des échelons déracinés, désincarnés, où se multiplient d'ailleurs des fonctions dont on ne sait pas trop quelle est l'utilité réelle. Je parle des intercommunalités, je parle des métropoles, je parle évidemment de ces nouvelles hyper-régions qui ont été mises en place et qui favorisent non seulement la gabegie, mais l'éloignement. Parce qu'on peut quand même se poser la question de qui va être le grand gagnant dans ces nouvelles régions. Ce sont les grands centres urbains. Et demain, la région, le centre régional de... Je sens une petite explication avec mon directeur de campagne après. Là, ça va pas très bien se passer, Frédéric. Je crois que le grand souci que nous avons et que nous devons avoir à cœur dans ce projet régional, c'est l'égalité des territoires. C'est l'équité des territoires. Et je crois que pendant trop longtemps, Marseille et les socialistes à la tête du conseil régional ont eu trop tendance, je le crois sincèrement, à mettre de côté ces territoires périphériques, à mettre de côté ces territoires ruraux pour privilégier les grands centres urbains. Nous avons une vision radicalement différente et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous prouver notre bonne volonté et cette volonté de faire autrement pour cette France des oubliés que nous avons à cœur. Alors, je crois que la région, vous la connaissez peu. Vous ne savez pas vraiment à quoi elle sert. Elle est loin, elle est illisible, elle peut paraître même parfois inutile. Et on peut se poser la question sincèrement lorsque je me déplace sur des sujets aussi graves et aussi fondamentaux, par exemple, que les inondations à Fréjus, ou sur des sujets aussi graves que la crise qui touche nos agriculteurs, et en premier lieu le maraîchage, qui ont été les premières victimes de l'embargo russe, et que sur des dossiers aussi fondamentaux qui touchent au plus près de nos concitoyens, la région est totalement absente. En revanche, vous allez entendre parler de la région, et vous en avez déjà peut-être entendu parler, parce que là, il y a une grande mobilisation générale, je ne sais pas si vous avez vu, pour les migrants. Là, il y a une assemblée plénière extraordinaire qui est convoquée lundi, il y a eu un grand discours, des interviews, la main sur le cœur, 3 millions d'euros déjà débloqués, sachez-le, pour accueillir donc les migrants dans la région PACA. Ce qui me fait penser sincèrement que plus les politiques au pouvoir, qu'ils soient d'ailleurs de droite comme de gauche, ont trop souvent plus à cœur, de s'occuper de la misère du monde que de leurs propres concitoyens, dont pourtant ils devraient constater tous les jours la précarité grandissante dans laquelle ils se trouvent. Et alors pire que ça, non seulement que ce soit au niveau des communes, des régions, au niveau national, des grandes mesures, une fois de plus, ont été annoncées, mais en plus, pire que tout, ils cherchent à nous faire culpabiliser de la situation. Avec des méthodes absolument atroces, puisque lorsqu'ils nous mettent cette image de cet enfant sous les yeux, à longueur de journaux de télévision, ils nous montrent du doigt, ils nous disent « mais c'est votre faute, c'est vous, mais si vous êtes ignoble, si vous refusez d'accepter cette immigration et ces nouveaux migrants, mais qui est responsable du chaos dans ces pays? Qui a mis le chaos au Proche et au Moyen-Orient? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est BHL qui aujourd'hui vient expliquer sur les plateaux télé qu'il faut accueillir tout ça? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui est allé sortir l'ami Kadhafi qu'il recevait avant-hier en grande pompe à l'Élysée? Ou est-ce que c'est François Hollande qui est allé armer, soutenir les rebelles syriens islamistes qui aujourd'hui sont les acteurs de l'État islamique et qui poussent ces pauvres gens hors de chez eux? Alors je ne sais pas vous, mais moi je ne me sens aucunement coupable, parce que je n'ai aucune espèce de responsabilité. Mais je dois dire que je me sens assez fière d'appartenir à un mouvement qui a été le seul, je dis bien le seul, à systématiquement avertir sur le risque d'une ingérence politique française dans ce pays qui était certes gouverné par des régimes autoritaires laïques, mais dont les rébellions étaient menées par des islamistes sanguinaires dont nous voyons aujourd'hui le résultat dans les différents pays. Alors, aujourd'hui,
24 000 migrants, vous l'avez vu, à force de vous faire culpabiliser, eh bien l'Union européenne, une fois de plus, a réussi à récupérer une part de notre souveraineté, puisque dorénavant c'est M. Juncker, je vous rappelle, candidat du MP d'ailleurs, qui a décidé d'imposer des quotas. Alors la France dit 24 000. 24 000. Alors 24 000, ça veut dire, selon les chiffres français, pas les chiffres européens, 24 000, ça veut dire 24 000 personnes à assumer sur les territoires, en plus du regroupement familial qui va s'en suivre, parce que sachez que maintenant, les demandeurs d'asile ont droit au regroupement familial, en plus des centaines de milliers de clandestins qui continuent à entrer et à se maintenir sur le territoire, en plus des 200 000 immigrés légaux qui continuent de rentrer sur le territoire par an, en plus de tous les réfugiés, puisque le terme est un peu maintenant dévoyé, mais on va dire tous les réfugiés qui vont demain être régularisés, les 800 000 en Allemagne, 800 000, 1% de la population allemande en un an, 800 000 en Allemagne qui, une fois régularisés en Allemagne, pourront circuler librement partout dans l'espace Schengen, puisque nous n'avons plus de frontières au sein de cet espace. Et je vous laisse imaginer au supermarché des aides sociales qui va une fois de plus être la grande gagnante de cette loterie migratoire. C'est bien sûr la France et c'est bien sûr aussi la PACA, particulièrement attractive, d'autant plus attractive qu'aujourd'hui la région, en plus de l'État, envoie des signaux absolument catastrophiques en disant mais bien sûr venez, vous aurez des structures d'accueil, vous aurez des aides, vous aurez des soutiens. Alors aujourd'hui c'est 24 000, puis demain ce sera 240 000, puis demain ce sera 24 millions, puisque Nicolas Sarkozy, dans un grand élan de pseudo-fermeté, nous explique qu'il faut créer un statut de réfugié de guerre temporaire. Il y a, sans compter les conflits régionaux, 18 pays de guerre dans le monde, 18. Ça fait 250 millions de personnes. Ça veut dire qu'on rend éligible au droit d'asile, dans un pays qui a à peu près 65 millions de personnes, 250 millions de personnes, pour une durée indéterminée, puisque vous savez, en particulier dans les pays d'Afrique ou au Proche et au Moyen-Orient, bien sûr, on ne sait pas combien de temps dure le plus souvent cette guerre. Alors, nous endossons avec un certain courage, je crois, le rôle qu'ils veulent bien nous donner, c'est-à-dire celui des méchants. Je crois que c'est surtout celui des hommes responsables. Parce que c'est pas à vous que je vais apprendre les conséquences aujourd'hui qui sont celles de cette immigration incontrôlée. En PACA, on en voit tous les jours les excès, puisque nous sommes malheureusement le laboratoire du communautarisme, le laboratoire de la montée de l'islam radical, le laboratoire même du terrorisme, puisque la PACA, malheureusement, distinguée par des réseaux islamistes structurés qui ont été démantelés suite aux différentes attaques terroristes. Vous voyez la déstructuration qui aujourd'hui frappe la population. Vous voyez deux jeunesses qui se regardent en chien de faïence et qui ne partagent plus rien, si ce n'est le fait de vivre sur le même territoire. Vous voyez des jeunes présents depuis 2, 3, 4 générations, même parfois, qui se désassimilent au fur et à mesure des générations. Donc, la PACA a assez donné, a assez souffert de tout cela. C'est pourquoi je le dis, et je m'y tiendrai, en aucun cas, une majorité Front National demain financera ou n'accompagnera une politique migratoire clandestine. Ouais. Ouais. Dans cette précipitation et dans cette grande générosité, avec votre argent quand même, hein, parce que tous ces grands artistes qu'on voit, des grands concerts, chanter des chansons, évidemment, et qui invitent les Français à ouvrir leur maison et à donner de l'argent, eux, ils vivent sur la rive gauche de Paris, ils n'ouvrent pas leurs grands appartements, hein, faut quand même pas exagérer. Leurs enfants sont tous en école privée, parce que le vivre ensemble, c'est bien, mais pour les autres, pour les pauvres, c'est mieux quand même, parce que pour soi, c'est quand même pas très agréable. Donc, dans cette région, la région, en principe, c'est le développement économique. C'est censé être, avec l'aménagement du territoire, les transports, mais c'est censé être principalement le développement économique.
Et alors, quand j'ai commencé à me pencher un petit peu sur le bilan des socialistes, qui est quand même un co-bilan, si je puis dire, avec l'UMP, parce que je parle sous le contrôle de nos conseillers régionaux, 80% des délibérations sont votées avec l'UMP. Hein. C'est toujours le même syndrome avec l'UMP, qui semble très virulent parole, mais quand on les met dans les instances et quand on voit ce qu'ils font, eh bien on se rend compte que systématiquement, ils votent main dans la main avec les socialistes sur tous les grands sujets. Et bien sur un budget de près de 2 milliards d'euros, le développement économique, c'est 100 millions. 100 millions d'euros. Quelque chose de totalement dérisoire, avec des outils, et je pense que tous les petits commerçants qui sont ici, les patrons de PME et de PMI, pour ceux qui ont eu le courage, l'audace même, de tenter de déposer un dossier à la région, ont vraisemblablement été très vite découragés parce que les outils sont illisibles, ils sont inaccessibles, et ils sont tellement complexes et nombreux que ce sont bien évidemment ceux qui en ont le moins besoin, c'est-à-dire les grosses boîtes, qui arrivent à obtenir des aides parce qu'ils ont les moyens financiers et ils ont les moyens humains, bien sûr, de remplir toute cette paperasse. Pour vous donner un exemple de parallèle, 100 millions d'euros pour le développement économique, mais en revanche, 150 millions d'euros par an aux subventions d'associations. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr, le monde associatif est un monde indispensable au tissu social, bien sûr, des associations sportives, culturelles méritent notre soutien, mais lorsque je vois que la région finance, par exemple, parce que des exemples comme ça, j'en ai à l'appel, qu'en 2013, elle baisse 45 000 euros à l'association des musulmanes des Bouches-du-Rhône, je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit doute sur l'utilité finale de cette disposition. Je ne sais pas vous. Alors, je ne sais pas si j'ai l'esprit mal tourné, mais je ne peux m'empêcher de voir, et d'ailleurs ça n'est pas propre aux socialistes, une forme de clientélisme. Parce que la vérité c'est ça. C'est qu'aujourd'hui on achète les voix. On achète les voix parce qu'on a perdu les voix des ouvriers, qu'on a trahi, puisqu'on a tué l'industrie et qu'aujourd'hui elles partent à l'étranger. Les voix des agriculteurs qu'on a perdus, parce que aujourd'hui on a tué l'agriculture, on a perdu également les voix des petits commerçants, des indépendants, qu'on a étouffés avec le RSI, avec les charges. Donc qu'est-ce qui reste comme clientèle? Des nouveaux venus. Donc s'ils pouvaient être de plus en plus nombreux à rentrer et qu'on pouvait de plus en plus les acheter avec des aides et des subventions, c'est d'autant plus facile pour garder sa place. Alors moi je le dis franchement, je le dis sincèrement, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là d'acheter des voix comme ça. En revanche, je me bats pour la France et les Français. Et je ne regarde pas la couleur de peau. Je n'irai pas faire du clientélisme pour acheter des voix. En revanche, je leur garantis qu'il y aura un traitement équitable parce que je me bats pour des compatriotes, je me bats pour des Français. Je ne regarde pas la couleur de peau, ça ne m'intéresse pas. Vous savez ici mieux que personne dans les Alpes-Maritimes que vous avez été français après les Martiniquais. Et même après l'Algérie d'ailleurs, je vous signale. Mais voilà, c'est pour vous dire que la France, c'est un grand pays immense, c'est la France des 5 continents, moi je suis très attachée à ça. En revanche, je ne ferai en aucun cas des passe-droits ou des espèces d'achats pour des raisons ethniques ou religieuses, car je trouve ça extrêmement malsain. Et je trouve ça très très loin, surtout des valeurs républicaines, que pourtant on redissent à longueur de temps, en nous expliquant que nous n'en faisons pas partie. Alors cet argent, je vais vous donner un exemple sur les subventions des 45 000 euros, mais ça part, par exemple, dans la subvention à une exposition à la friche de la Belle de Mai à Marseille, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une exposition pédopornographique. Alors je le dis pour les journalistes, pour certains d'entre eux en tout cas, parce qu'à partir du moment où j'ai dit ça, ça a fait un scandale. C'est scandaleux, le Front National attaque la culture. Une exposition pédopornographique, avec des enfants, voilà, dans des scènes financées par l'argent public. La région, le département, et même d'ailleurs Fleur Pellerin est venue visiter cette exposition. J'imagine la scène avec son petit verre de champagne, c'est tout à fait charmant, des enfants en train de... Voilà, c'est quand même un peu particulier. Alors je vous dis franchement, je ne suis pas là pour défendre uniquement ma conception de la culture, mais il y a quand même des limites. Alors, je ne considère pas que